Bonjour à tous. Oui, je vais essayer de faire court. Voilà, je vais essayer de faire court, mais c'est toujours très difficile. En fait, avec mon père, on a toujours été passionné de sport et de cinéma depuis très longtemps. Ça a toujours été un énorme choix cornélien dès qu'il y avait à la fois un film au cinéma ou un match de rugby ou le Tour de France à regarder. On ne savait jamais où aller et je prends toujours comme référence le court-métrage qu'a fait Ken Loach pour les 60 ans du Festival de Cannes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un père et un fils qui sont dans la file d'attente pour aller au cinéma. Et ils sont en train de regarder le programme du cinéma et ils disent « Est-ce que tu veux voir un film de science-fiction ?»« Ah non, j'ai pas trop envie de voir des extraterrestres. Tu veux voir un film comédie d'amour ?»« Non, je peux rien. » Et puis, au fur et à mesure, ils avancent, ils ne trouvent pas de film. Ils arrivent devant le guichet pour prendre le ticket de cinéma et la personne leur demande « Mais vous voulez voir quoi comme film ?» Et ils disent « Il n'y a pas un match aujourd'hui au stade ?» Et ils partent voir le match au stade. Voilà. C'était la déclaration quelque part d'amour du cinéma de Ken Loach, en tout cas au festival de Cannes. Et voilà, nous c'est toujours un petit peu comme ça qu'on a été partagés. Et on a toujours eu dans l'idée depuis très longtemps de faire une œuvre autour du sport et du cinéma. Ça a mis très longtemps à arriver puisqu'on a eu le projet en 2006, on a réussi à faire la première édition du livre en 2016. On a mis plus de 10 ans à convaincre des éditeurs qu'il y avait un vrai sujet derrière ça. Alors, je vais pas refaire l'historique, mais c'est très compliqué en fait d'associer la culture et le sport, ou en tout cas le cinéma et le sport. Mon père, qui a été étudiant à la Sorbonne ici dans les années 70, se faisait regarder de travers quand il sortait l'équipe sur les rangs de la Sorbonne. On était plus à lire Le Monde, Libé ou autre chose. Il le lisait aussi, mais voilà, l'équipe, on le regardait de travers. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours universitaire, etc., dès que je disais que je faisais du sport aussi et que c'était en gros une de mes plus grandes passions, on n'arrivait pas à comprendre que je pouvais être sportif et aussi intellectuel, voilà, si je veux dire. Donc voilà, c'est aussi des a priori qui sont très forts et c'est pour ça que nous avons voulu aussi faire ce livre-là, ce travail-là, pour dépasser ces a priori-là et montrer qu'il y a de très beaux films de sport et que dans le sport, il y a aussi des gestes artistiques, parce que c'est vraiment ça aussi qui nous intéresse, c'est essayer de regarder le sport différemment que uniquement par la performance, mais aussi par le geste qu'il exprime. Alors, il y a plein d'œuvres artistiques, notamment dans la peinture abstraite, qui sont remarquables parce qu'elles font office de performance. Et dans le sport, on peut aussi le voir de l'inverse, c'est que la performance fait office de geste artistique. Voilà. Quand on regarde, quand on revient dans toute l'histoire du cinéma, on se rend compte que le sport a été au centre quelque part et à la création du cinéma, puisque toutes les études du pré-cinéma, de Muybridge, de Marais, ont étudié les mouvements des sportifs, les escrimeurs, les perchistes. Et moi, j'aime toujours bien commencer mon intervention par cet extrait que vous connaissez, je pense. Voilà, en fait, moi j'aime bien commencer par cet extrait-là parce que c'est un long plan, il dure 1 minute 20 de travelling d'une personne qui court.
Et il y a une performance quelque part physique qui s'exprime déjà par le choix de Truffaut, donc c'est les 400 coups, c'est la fin, c'est les 3 derniers plans des 400 coups. Il y a ce travelling, un panoramique, un dernier travelling où il court sur la plage aussi, qui est aussi assez long. Et en fait, ce choix d'être dans la durée, on voit vraiment l'effort physique qui s'exprime à l'écran d'Antoine Doinel. Et c'est tout ce choix-là aussi du cinéma, de jouer sur le temps, notamment dans la représentation du sport, qui nous intéressait. C'est comment le cinéma va réussir à filmer le sport différemment pour exprimer non pas la performance, mais l'émotion et l'empathie qu'on a vers le personnage. Et c'est là où les films autour du sport sont réussis, c'est quand ils ne s'intéressent pas à la performance, mais ils s'intéressent au personnage en mettant en avant des fois sa performance, ou en tout cas l'effort qu'il y a sur eux. Et c'est toute cette relation qu'il y a entre la représentation du sport et le langage cinématographique qui est passionnante à étudier et qui va évoluer aussi tout au long de l'histoire du cinéma, puisque donc ça on voit tous ces effets, et tout au long du cinéma, de l'histoire du cinéma, on va avoir une représentation du sport qui va évoluer à la fois en fonction du langage du cinéma qui se nourrit, qui s'agrandit, mais aussi par rapport à l'évolution du sport, à l'évolution des techniques, tout simplement, des caméras. C'est-à-dire qu'on ne filmera pas un match de boxe en 1897 comme on filmera Rocky après. Et d'ailleurs, on a dès le début voulu, je prends l'exemple de la boxe parce que la boxe a été le sport, on va dire, le plus cinégénique, et dans cette longue histoire commune qu'il y a entre le cinéma et le sport, c'est la boxe qui est au-dessus de tous. Quand on a commencé à faire ce livre, on pensait trouver 100, 200 films de boxe. On en a répertorié, je crois, plus de 600 de films autour de la boxe. D'ailleurs, alors, par facilité, je vais dire des films de boxe ou des films autour de sport, mais j'essaye à chaque fois de me corriger, puisque c'est des films sur du sport ou sur la boxe. Mais comme on ne dit pas des films de peinture quand Piala fait un film sur Van Gogh, on dit un film de boxe, par contre, quand Scorsese fait un film autour de Jack LaMotta dans Raging Bull. Donc c'est vrai que c'est des facilités qu'on fait et qui, quelque part, aussi mettent dans une case ces films-là, et donc qu'on essaie de sortir. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en 1897, cette longue histoire, elle commence en 1897, puisque le premier long métrage de l'histoire du cinéma, c'est un documentaire qui reproduit le match entre James Corbett et Fitzsimons. C'est un championnat du monde en 1897 qui a lieu aux États-Unis, qui est filmé par James Enoch. Et grâce à une nouvelle technique de cinéma, ils peuvent filmer un round entier avec un seul magasin. Et donc, ils vont filmer tous les rounds du match et ils vont les mettre bout à bout après. Et il y aura comme ça, vous pouvez voir encore le match. Je vais vous montrer un extrait après, mais on peut voir le match dans l'intégralité. Donc 1897, quelque part, c'est le premier long métrage de l'histoire du cinéma, et c'est un documentaire sur, en tout cas, une retransmission sportive d'un match de boxe. Et après, la caméra va s'approcher peu à peu du ring pour rentrer sur le ring, avec évidemment à la fois des choix de metteur en scène de pousser quelque part l'interprétation du sport de plus en plus loin, mais aussi une volonté de se mettre à la place des personnages et de travailler de plus en plus sur l'émotion et sur l'identification au personnage. Et c'est ça qu'on voit aussi de plus en plus dans l'évolution du cinéma autour des sports, c'est qu'on travaille de plus en plus, et il y en a beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui encore, de films autour du sport, parce il y en a ces dernières années, ils sont créés, et c'est un sujet qui intéresse de plus en plus, cette volonté de mettre en avant plus les personnages que la vraie performance ou l'histoire sportive. On a bien vu que toutes les adaptations de grandes histoires sportives ont très peu marché quelque part au cinéma. Représenter un Zidane, un Mohamed Ali, même si certains ont réussi un petit peu, ou même la victoire de l'Afrique du Sud par Eucalyptus de Clint Eastwood, on peut marcher. Donc pour vous montrer cette évolution, notamment par rapport à la représentation de la boxe, je crois que j'ai fait un petit montage. Donc ça, c'est ce que je vous disais. C'est le premier film 1897.
vous voyez, là, l'écran est... la caméra est en dehors du ring. Ça, c'est les lumières de la ville. C'est Raoul Woods. Le combat tire à sa fin. Lamota a pris la direction du match. Pour Sugar Ray, l'invaincu, sa tactique et sa superbe sont très menacées. Lamota l'attaque toujours. Lamota feinte du gauche. Hooks. And we're underway. Oh, and Drago comes out swinging with 2 hooks that Creed avoids. And a big right hand right out of the gate. What's that right, Tommy? Drago a bit surprised as Creed shakes that punch off. Ooh, and a right hand. Drago is pressing hard, but Creed is not backing off. Keep moving, keep moving. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut voir qu'entre Raging Bull et Creed, on n'a pas énormément inventé beaucoup plus que en fait avec Scorsese et cette Steadicam qui arrive sur l'écran et qui se dirige, qui tourne autour des boxeurs. Il avait déjà tout vu, il avait tout exploré, le ring de boxe. Alors pourquoi le ring de boxe est le plus grand sport cinégénique? Sans doute parce qu'ils sont dans un espace circonscrit, parce qu'ils sont déjà éclairés sur une scène, c'est déjà un spectacle. Et puis derrière, autour, il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Il y a tout l'univers du film noir qui est exprimé dans les films de boxe et qui a été le sujet d'énormément de films policiers. Et dans ce travail qu'on a fait pour la programmation, en tout cas pour cette sélection de films, on a essayé de réfléchir, comme on a pu voir sur cette longue histoire, que cette programmation soit aussi le reflet de l'histoire du cinéma, parce que en regardant le sport au cinéma, on a aussi toute l'histoire du cinéma qui existe, et le sport dès le début a été utilisé souvent comme un élément de film burlesque. Là, on a pu voir Chaplin, mais évidemment Harold Lloyd, mais aussi Buster Keaton dans Collège, et Collège qui fait d'ailleurs office d'un... hop, je passe à l'autre, un peu joli. Buster Keaton, donc Collège, voilà, c'est celui-là qui fait office qui est dans le programme. Parmi les autres éléments de cette histoire du cinéma qu'on a voulu mettre en avant et qui est dans le programme de film, il y a ce côté burlesque, il y a avec la solitude du corps de fond là-haut le free cinéma, parce que le free cinéma qui est un mouvement qui est né en 1959 avec Tony Richardson, Lindsay Anderson, c'est un cinéma qui a voulu casser les codes avec le cinéma bourgeois et des comédies un peu aristocratiques anglaises, et évidemment se sont intéressés aux classes beaucoup plus populaires en Angleterre, et les classes plus populaires en Angleterre, ils pratiquaient le sport. Et il y a 2 films fondamentaux du free cinéma qui traitent le sport, c'est La solitude du corps de fond de Tony Richardson et The Sporting Life. J'ai un trou de mémoire pour le titre français. Voilà, c'est un joueur de rugby à 13 et c'est de Lindsay Anderson. Voilà, c'est 2 grands films des années 60-61 qui traitent de personnages sportifs, parce que voilà, pour casser aussi les codes avec ce cinéma-là, on s'est intéressé à ces personnages qui étaient souvent aussi des anti-héros, contrairement à ce qu'on pouvait faire aussi dans le cinéma classique où il y avait des grands héros magnifiés. Là, le free cinéma, il faisait, donc là c'est dans La solitude du corps de fond, c'est un jeune délinquant. Dans The Sporting Life, c'est un rugueux joueur de rugby à 13 qui se pose plein de questions métaphysiques, qui hésite entre une vie rangée ou accepter un argent un peu plus facile qu'on lui donne. Et ça rejoint aussi cette côté des anti-héros avec l'arrivée
au même moment aux États-Unis, enfin 5-6 ans après, avec le nouvel Hollywood et tout le cinéma qui va arriver avec Arthur Penn, Martin Scorsese, etc. Donc Raging Bull est également, même si Raging Bull arrive après ce qu'on détermine comme la fin du nouvel Hollywood, puisque c'est considéré comme 78, il arrive, Raging Bull est de 81. Mais voilà, ça fait partie de ces anti-héros aussi qu'on met en avant et que dans les films autour du sport, on aime bien mettre en avant ces anti-héros et c'est même eux qui vont être parmi les archétypes des personnages de ces films autour du sport. Là, l'autre personne que j'ai mis en avant, c'est Mohamed Ali, dans le formidable documentaire de William Klein, qui est quelque part un des plus grands films documentaires du cinéma vérité, ce mouvement-là qui est né dans les années 60-70, où il suit en fait Mohamed Ali sur 2 périodes, donc quand il devient champion du monde, et quand il revient après son interdiction de boxer parce qu'il a refusé d'aller au Vietnam, il revient pour reprendre son titre de champion du monde à Kinshasa face Foreman. Ouais, face à Foreman. Et toute cette histoire du cinéma, on a essayé aussi de l'exprimer à travers le genre et tous les genres différents, parce que le sport au cinéma a fait tous les genres, les comédies dramatiques, les films classiques, on a sélectionné le meilleur avec Robert Redford, qui est un beau film classique américain. On a, je reprends la liste, évidemment, on avait dit au départ qu'on allait faire une quinzaine de films, on s'en retrouve à plus d'une trentaine, parce que c'est toujours difficile de choisir. Mais voilà, on a aussi tous les underdog movies, on a essayé de faire des feel-good movies, on a des documentaires, du cinéma vérité. On a Julien Faro qui est là, son formidable Sorcière d'Orient, qui est un vrai documentaire de création autour de cette histoire. Il nous en parlera tout à l'heure de ces volleyeuses japonaises. On a l'Odyssée des Jeux Olympiques de Benoît Merman, qui là est un documentaire un peu plus classique, un peu plus télévisuel, qui revient sur tous les liens qu'il y a entre les Jeux Olympiques et l'histoire, et l'histoire de notre société, de notre monde. On a Les Petites Danseuses, qui a un documentaire là sur un peu plus d'immersion. Voilà, donc on a essayé de varier tout cela avec aussi les nouvelles expressions, puisqu'on a Skate Kitchen de Christelle Moselle, qui est un film un peu plus autour des jeunes et qui se passe à New York, qui est un film qui a donné lieu après à des séries. Donc on est vraiment entre 2 mondes et sur vraiment l'expression d'un cinéma beaucoup plus actuel. Et Little Miss Soccer de Candice Prévost et Mélina Boetti. Candice Prévost qui est une marraine de ce dispositif. Candice Prévost qui a été footballeuse professionnelle pour le PSG et qui a fait un documentaire qui s'appelle Little Miss Soccer autour des femmes à travers le monde et des femmes qui pratiquent le foot. Elle est allée les rencontrer, elle, en jouant au foot. Donc c'est à la fois un documentaire qui est développé en série, mais aussi sur un format d'1h30. Et on est dans le gonzo journalisme où à la fois elle se met en scène et elle va jouer avec les filles, et que ce lien qu'elle crée en jouant sur le terrain avec elles, en partageant ce moment-là, elle leur fait dire des choses et ça fait dire des choses différentes. Donc avant ça, j'avais un extrait, mais je vais passer sur l'autre, parce que ça, vous le connaissez tous. J'en fais un petit bout.
celui-là, il marche toujours. Autant j'ai remarqué qu'Harold Lloyd marche un peu moins avec les jeunes, autant celui-là de Buster Keaton et tous les chapitres fonctionnent encore beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous avez aussi ce même retour, mais je sais qu'Harold Lloyd marche moins, malheureusement, pour les petits. Donc oui, ce que je vous disais, c'était qu'en fait tous ces films de sport, et c'est ça qui était intéressant de travailler aussi sur ce programme, pourquoi on a fait des choix assez précis. On voulait avoir des films qui étaient populaires, qui étaient vraiment destinés aux jeunes et qui mettaient en avant des valeurs et des valeurs que le sport pouvait, des belles valeurs que le sport pouvait mettre en avant et qui pouvaient transcender. Et c'est vrai que le sport au cinéma a toujours été utilisé, enfin très souvent utilisé pour mettre en avant l'effort collectif, une morale, souvent du Goliath qui va du petit contre le gros, qui va réussir à gagner, du pauvre qui va réussir à vaincre le gros club plein d'argent. Des revanches sociales, mais tout cela matiné avec un partage de valeurs, de solidarité. Et c'est ça qu'on a voulu nous mettre en avant, parce que c'est souvent ces films-là qui avaient le plus de succès et qui fonctionnaient le mieux et qui parlaient quelque part le mieux du sport et du sport que nous, on voulait mettre en avant. C'est pour ça qu'il y a des films qui pourraient vous sembler évidents et qui sont peut-être absents de ce programme-là. On n'a pas mis Rocky, par exemple, même si on aurait pu. Mais voilà, on a essayé aussi de faire des choix qui permettent aux enfants, aux jeunes, de découvrir des films qu'ils n'auraient pas aussi découvert sinon, ou même peut-être que vous n'auriez pas découvert aussi, mais qui sont toujours faciles à la fois d'accès, de sens et pour travailler avec. Voilà, c'est vraiment cette envie-là que nous on avait voulu, parce que dans ce travail qu'on a fait depuis 10 ans, on a découvert énormément de films à la fois passionnants et qui malheureusement sont passés complètement inaperçus et dont nous sommes certains qui sont très populaires et très grand public. Donc là on a les photos, on a Bliss, Whip It de Drew Barrymore, qui est un superbe film extrêmement feel-good movie sur le roller derby. C'est Drew Barrymore qui s'ennuie dans sa vie et qui trouve un sens quelque part à son existence et qui va l'aider à traverser cette crise d'adolescence en se mettant avec je ne sais plus comment s'appelle leur club de roller derby, je crois que c'est les Goules Gerbantes ou un truc comme ça. C'est très drôle et elles vont se mettre, en plus il y a un vrai côté féministe derrière, et puis c'est Drew Barrymore, voilà, qui est la petite actrice de E.T., qui a toujours eu une place à part dans le cinéma hollywoodien, qui fait ce film-là un petit peu dans le même idée, même esprit, même ton que j'ai un trou de mémoire, la très belle petite comédie indépendante avec la même actrice principale. Juno, voilà. C'est un peu dans le même esprit que Juno. Et c'est très beau, c'est très chouette, et c'est très drôle. En dessous, on a essayé aussi de varier les styles et les genres. C'est là où je vous disais qu'on a travaillé sur toute l'histoire du cinéma. C'est qu'on a Scene at the Sea de Takeshi Kitano, qui est un film un peu méconnu de Kitano, mais qui est très beau, autour d'un surfeur sourd et de sa copine qui est sourde aussi. C'est un film qui est très, on va dire, kitanesque, très aussi japonais, mais sans violence. Voilà, qui est très beau, qui est un petit peu le Kitano que l'on peut apercevoir dans sa manière de construire les plans, mais surtout cette volonté de faire des plans extrêmement beaux, très picturales, très naturels, parce que Kitano est aussi un grand peintre. On peut voir dans Hanabi que tous les tableaux peints dans Hanabi, c'est ces tableaux que lui peint. Et donc il y a vraiment ce travail-là, ce rapport avec la nature qui s'exprime avec cette force picturale qui transcende quelque part l'acte sportif là du surfeur. Et l'autre film, c'est un film aussi très méconnu, mais c'est David Mamet là qui dirige. Il me reviendra, mais il a un nom que j'ai pas envie d'écorcher son nom. C'est
moi, ça me reviendra. J'ai pas envie d'écorcher son nom, parce qu'il a un nom d'origine nigériane. Et ils sont très compliqués. Qui dirige un film sur le Jiu-Jitsu, s'appelle Red Belt. C'est sorti en 2008. C'est complètement inaperçu. Mais c'est pour moi le plus beau film sur les arts martiaux. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il y a de plus joli dans les arts martiaux s'exprime dans ce film-là. C'est l'histoire d'un maître de jiu-jitsu qui refuse de combattre parce que pour lui, les combats rabaissent son travail. Lui, il apprend à se battre, il fait des prises, il a toute la philosophie des arts martiaux, mais il refuse d'aller combattre pour de l'argent ou en tout cas de faire des combats. Et tout le film va être là-dessus. Est-ce qu'à un moment donné, il va être obligé de le faire? Et s'il va être obligé de le faire, comment il va réussir à garder quelque part cette philosophie-là, cette règle de vie? Et c'est un très beau film sur la philosophie des arts martiaux qui est moins connu. Donc je vois Nando qui me dit que je fais trop long, mais ça je suis habitué. Donc ça, moi, c'est un de mes coups de cœur qu'on a redécouvert pour la réédition du livre cette année. On l'avait sorti en 2016, on l'avait complètement zappé ce film, et je l'ai redécouvert et j'ai trouvé ça extrêmement beau, avec notamment tout un travail sur le temps long de l'expression de l'effort, des prises. Notamment, il y a toute une première scène où il explique ce que c'est que le jiu-jitsu, les prises, comment on peut s'en sortir aussi. C'est quand on est quand on est pris au dépourvu, comment réussir à retourner pour avoir la force en utilisant la force de l'adversaire. C'est absolument passionnant là-dessus aussi, pour travailler avec les clubs de sport, notamment si à un moment donné vous travaillez vous avec des clubs de sport, parce que je crois que c'est aussi le principe du dispositif, c'est qu'il y a un vrai échange entre le monde du sport et le monde du cinéma, mais de travailler aussi sur des séquences comme ça, qu'on peut sortir des films et pour travailler autour de tout ça. Donc ça, je vais passer. Ça, c'était. Hop, je passe à la prochaine. Je fais vite. J'ai mis un cinéma de lutte parce que la plupart des films, j'aurais dû mettre un S à lutte, parce qu'il y en a beaucoup. C'est un cinéma qui dans les films autour du sport, il fallait trouver un sujet, parce qu'évidemment, contrairement à la télévision, où là on va voir un résultat, au cinéma on ne va pas voir un résultat, parce que ça ne nous intéresse pas de savoir qui c'est qui a gagné. Ce qui nous intéresse, c'est quelle est l'histoire que le cinéaste va nous raconter. Donc c'est plus l'histoire de la personne, du personnage, des personnages qui est le centre du sujet, et non pas la performance sportive. Et c'est tout cet équilibre-là qu'il a trouvé. Et donc du coup, le cinéma va utiliser le sport comme symbole de lutte. Alors ça peut être une lutte pour les droits. Donc là-haut, c'est un très beau film qui s'appelle La Permission, qui fait référence à un film de Sohaib Berragui, qui fait référence aussi, qui poursuit le travail de Jafar Panahi avec Hors-jeu sur la place des femmes en Iran, et comment dans Hors-jeu, les femmes n'avaient pas le droit d'aller au stade pour voir un match de foot. Et là, dans La Permission, c'est une championne de futsal dont le mari refuse, parce que les maris peuvent refuser que la femme sorte du territoire, et tout le film, ça va être comment elle va réussir à aller faire cette compétition-là, alors que son mari a refusé qu'elle sorte du territoire. Donc là, c'est La ligne de droite de Régis Varnier, qui est la lutte pour... ils sont ensemble pour réussir à pratiquer l'athlétisme ensemble. Donc c'est autour de l'athlétisme, et c'est un coureur de 400 mètres qui est aveugle, et il travaille c'est la lutte pour réussir à pratiquer un sport, de continuer à le pratiquer. Là-haut, c'est une petite image de Little Miss Soccer de Candice Prévost, où là, elle va jouer avec des Péruviennes à 4000 mètres d'altitude sur un plateau péruvien au sport, parce que ces femmes-là jouent au foot là-haut. Et après, elle va en Afrique du Sud, elle va au Japon, elle va en France, elle va aux États-Unis, et dans chaque pays, elle essaye de montrer une vision, un thème différent par rapport à cette relation qu'a les femmes et le foot. Billy Elliot, évidemment, qui lui, c'est pour son droit et cette lutte à pratiquer un sport malgré les défiances, un petit peu comme dans Bandit Like Beckham, on empêchait la jeune indienne de faire du foot. Et le film dernier en bas, là, qui est Olga, qui est je l'ai mis parce que c'est un film qui a été présenté à la Semaine de la Critique l'année dernière, en 2021, sur une gymnase
gymnaste ukrainienne qui est obligée de partir en Suisse suite à la révolution qu'il y a eu en 2016 en Ukraine. Et elle a dû fuir parce que sa mère était journaliste. Donc, voilà, c'est pour montrer qu'il n'y a pas eu encore de film autour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais sans doute il va y en avoir un, et certainement le sport va être aussi au cœur d'un sujet, parce que ça permet d'exprimer beaucoup de choses, comme le foot permet d'exprimer souvent un terrain d'entente, une pause, une trêve, ou aussi l'affrontement entre deux équipes. Voilà, comme le sport à la fois comme un symbole, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas un symbole, le sport, c'est plutôt un lieu de réunification. Voilà, en tout cas, pour montrer que on est tous pareils et on a tous envie de jouer plutôt au foot que de se faire la guerre. Et c'est un terrain où, évidemment, les luttes sociales de droits, les droits civiques aux États-Unis ont énormément été utilisés pour l'exprimer. Voilà. Tout le cinéma autour du basket va y avoir. On n'a pas I Got the Game, mais peut-être qu'il va arriver, parce qu'un petit peu comme au Festival de Cannes, la sélection va y avoir des ajouts dans la sélection, parce que cette sélection s'est faite aussi en fonction de ce qu'on arrivait à trouver en termes de copies diffusables et de droits. Voilà. Donc je passe cet extrait, ça c'était la bande-annonce mais je suis trop long, la bande-annonce de La Ligne de droite, qui est une très belle bande-annonce. Et je disais un cinéma jeune parce qu'on a voulu aussi, comme c'est un programme qui est à destination des jeunes, qu'ils se retrouvent aussi à l'intérieur. Et donc c'est un programme où beaucoup des personnages principaux sont aussi des jeunes adolescents ou des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ont des questionnements de jeunes filles et de jeunes femmes entre 13 et 20 ans, on va dire, dans lesquels les personnes du dispositif pourront s'y retrouver. Donc là, le Ballon d'Or, film mythique de Tchèque Doucouré sur un petit garçon qui reprend l'histoire de Salif Keïta, mais qui va parcourir l'Afrique et la Guinée pour essayer de devenir un champion de foot, et avec son ballon d'or qu'il a peint en doré. La naissance des pieuvres de Céline Sciamma, voilà, là sur la natation synchronisée. Et ce que je vous disais, Skate Kitchen, sur une jeune fille qui est de Rhode Island et qui va retrouver un groupe de skateurs à New York et qui va pratiquer le skate avec elle. C'est un film de 2019, si je me souviens bien, et toutes les jeunes filles qui sont là sont aussi des pratiquantes de skate, et tout ce qu'elles font à l'intérieur, elles le font réellement. Et vous verrez que la programmation des films est quand même majoritairement des films qui sont sortis à partir de 2008, une grosse partie. On a essayé quand même d'avoir un lien avec Collège de Buster Keaton, Raging Bull, La solitude du coureur de fond, pour avoir comme ça Les chariots de feu, avoir évidemment de Hugh Hudson, pour avoir des bases historiques, avoir des référents de films importants, mais en même temps, voilà, on a essayé de mettre en avant toute la production actuelle autour des films de sport de ces 10 dernières années, qui est extrêmement prolifique, qui est très belle, qui est très inspirante, je trouve, et qui touchera, moi j'en suis certain, la plupart des gens, et qui les intéressera, parce que c'est des films sur lesquels moi que j'ai vraiment beaucoup apprécié à voir. Et tu vas faire la tête, mais je fais un dernier extrait, après j'arrête de parler. C'est Mid-90s de Jonah Hill et Skate Kitchen. Yeah, but y'all trying to go skate? Let's go. I'm down. Ruby, you trying to go skate? Yeah. All right, let's go. You coming, Sunbird? Sunbird! All right, come on then. Sunbird! What the fuck was that? I don't know. I could be
just put her fingers in my pussy. Not right now. Come on, give me a dab. No. This is Camille. Hi. Hi. You look familiar. I follow you on Instagram, bro. Yo, I follow her on Instagram. She's mad good. Aren't you like from New Jersey or something? Long Island. Oh, that's the same shit to me, bro. It's not in New York City. Oh, this is Ruby. Yeah, that's Ruby. Hi. She keeps her hand on her camera. Is she gonna catch a clip, Long Island? Come on, Long Island, let's get a clip. I'll try. You'll try? Cool. Let's get it, first try. Go, go! Damn. Too many penises in the way. Oh, good though. Oh shit. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi. Après, j'avais dit que j'ai arrêté, mais c'est aussi de travailler entre. Là, on a le skate qui est quand même un marqueur culturel chez les jeunes très fort. On a là deux générations complètement différentes. Les années 90, John Hill qui parle de son enfance, et on a les skates maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est très masculin dans les années 90, et que là, avec les filles qui commencent on voit maintenant, pas autant évidemment, mais beaucoup plus sur les skates, d'avoir ces deux films en rapport, c'est aussi intéressant de travailler sur deux manières différentes, à 20 ans d'écart, comment le skate est marqueur culturel de la jeunesse et d'une jeunesse un peu rebelle, à évoluer et utiliser différemment. C'est vrai que vous verrez dans Mid-90s, il y a la cassette VHS. Là, elles sont beaucoup sur leur téléphone et sur Instagram. Donc, c'est vraiment aussi deux générations différentes, et comment aussi on a évolué le rapport à l'image, et le rapport aussi à ce que je termine là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est la question de la gestion du temps. Autant vous voyez au début ce temps long. Là, Jonah Hill, dans ce long plan séquence où ils arrivent de face, c'est vraiment la force du cinéma avec le sport, c'est cette capacité à gérer le temps, à l'arrêter, à le suspendre. Et c'est ça qu'on trouve fascinant, c'est comment en fait on peut faire un film d'1h30 sur juste un penalty par exemple, ou juste sur une suspension du temps au moment où on va avoir le dernier geste, le dernier tir. Voilà, c'est cette capacité qu'ont les cinéastes de travailler avec le temps que n'a pas la télévision. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. La télévision, elle est prise c'est le sport qui dirige. Au cinéma, c'est le cinéaste qui dirige le temps. Voilà.